Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'obsession amoureuse. L'obsession amoureuse, c'est un sujet important duquel finalement j'ai parlé un peu de manière filée dans toutes les vidéos de cette chaîne. Je faisais un petit dessin à droite, une petite digression ici à gauche. Et en fait, je me suis aperçue que je n'avais pas de vidéo dédiée à ce processus-là, à ce mécanisme-là, à cette souffrance, parce que c'est une réelle souffrance finalement qui revient chaque jour en consultation. Et j'ai eu envie, là, aujourd'hui, de faire une vidéo exclusivement dédiée à ça. L'obsession, c'est un mécanisme. L'obsession amoureuse, c'est évidemment des processus inconscients. Ça fait partie, dans une certaine mesure, du sentiment amoureux, mais ça peut parfois amener à des processus desquels on se sent prisonnier. Et on va aujourd'hui, dans cette vidéo, comprendre quelles sont les catégories d'obsession amoureuse, parce qu'il y a plusieurs catégories d'obsession. On va évidemment les décrire, les solutionner, puisqu'évidemment on peut s'en sortir, et puis on fera en fin de vidéo aussi un petit encart sur les pathologies, et puis aussi sur cette question de l'intuition, qui finalement est au centre parfois d'une obsession amoureuse qu'on va auto-nourrir et auto-construire à travers nos intuitions, dont on a la sensation qu'elles sont l'expression d'une vérité. Donc on va y venir dans quelques instants. Allons-y pour l'obsession amoureuse. Alors évidemment, l'obsession amoureuse, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, puisque c'est en même temps la sensation d'être pénétré par quelqu'un qui habite nos pensées, qui habite nos émotions, qui habite même nos réactions, qui habite nos sentiments, qui habite nos décisions. Donc c'est en même temps être habité par quelqu'un qui n'est pas soi, et c'est en même temps être dépossédé du coup de soi. C'est-à-dire qu'on ne réagit plus comme on voudrait réagir, on n'arrive plus à penser comme on aimerait penser, on n'arrive plus à se libérer de ce qu'on voudrait être libre, et on n'arrive plus tout simplement à se concentrer sur autre chose, sa propre vie, parfois ses enfants, son travail, ce qu'on a à faire, ses amis. L'obsession amoureuse, elle peut parfois être vécue comme quelque chose d'extrêmement handicapant, parce que immédiatement, dans cette vidéo d'obsession amoureuse, moi je vais exclure tout de suite quelque chose qu'on va appeler la première catégorie, mais finalement qui n'en est pas une, le deuil amoureux. J'ai beaucoup de demandes en cabinet qui viennent me voir en disant, voilà, j'ai besoin d'oublier cette personne. Et finalement, il y a paradoxalement un temps où c'est possible et un temps où c'est pas tout à fait possible. Quelqu'un qui vient me voir avec cette demande, alors que ça fait 3 jours, 15 jours que la relation s'est terminée ou qu'il y a eu la séparation, c'est pas tout à fait la même demande que si c'est quelqu'un qui est obsédé depuis 6 mois, 1 an, ou en tout cas plusieurs longues semaines. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien comprendre que le deuil, quand une relation s'arrête, il y a un temps naturel, un processus humain, naturel, inconscient, qui existe, le deuil. C'est ce qui va permettre à tous les êtres humains de passer d'un temps où quelqu'un est présent à un temps où on accepte son absence et on arrive à vivre avec son absence. Et ce temps-là, il obéit à un fonctionnement, il obéit à une forme de calendrier que je vais vous décrire ici. C'est-à-dire qu'on a, vous savez que j'aime les frises chronologiques, on a ici la rupture qui fait mal, qui est extrêmement douloureuse. La rupture, c'est une petite mort à l'intérieur, et ce qui est extrêmement difficile dans une rupture amoureuse, contrairement à un deuil classique, c'est qu'un deuil classique, quand on perd un parent, un grand-parent, un décès, il y a quelque chose qui est gérable pour le cerveau, malgré l'immense douleur. Quand il y a un décès, la personne n'est plus là, et le cerveau peut le vérifier. C'est-à-dire qu'il y a une absence réelle, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de voix, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de présence. Et puis petit à petit, ces affaires vont être rangées, réparties. Il y a une disparition physique, matérielle. Et il y a donc une cohérence entre l'idée de sa disparition et sa disparition réelle. Dans une rupture amoureuse, ce qui est extrêmement douloureux, c'est que c'est la mort sans cadavre, sans enterrement, sans rituel,
sans crémation. Il y a une disparition qui en même temps reste présente, qui continue de vivre loin de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, une des dimensions la plus douloureuse dans la rupture. C'est-à-dire qu'on vit avec le fantôme de l'autre puisque l'autre reste vivant. Et il continue de vivre sans nous, et on imagine, on fantasme qu'il est beaucoup plus heureux, qu'il est très heureux, et parfois, tragédie du monde moderne, on peut même le voir sur les réseaux sociaux. Donc c'est très très dur. Donc du coup, entre le moment où il y a la rupture amoureuse et le moment où on va appeler ça la libération, finalement le fait qu'on puisse continuer son existence, qu'on est un petit peu plus libre de lui, eh bien, il va y avoir un processus de deuil. Un processus de deuil, ça va se passer en forme de cycle. En forme de cycle, qui vont être longs au début, puis qui vont revenir un peu plus petits, et qui vont s'effilocher, et qui vont être de moins en moins présents, et puis qui finalement, à un moment donné, vont s'arrêter. On respire, on a oublié l'autre. Et finalement, c'est quoi ces boucles? Ce sont des mouvements émotionnels internes qui vont se juxtaposer, se suivre et se répéter pendant un temps. Je vais les décrire. Hein. Et ce temps-là, il peut durer, en règle générale, entre 3 mois pour un petit deuil et 1 an. Quand on a eu une histoire très forte, quand on a eu une histoire très importante pour soi, 1 année pour passer à autre chose. Alors ça ne veut pas dire 1 an de dépression, mais en tout cas 1 année où cette relation nous habite, ça s'entend. Alors dans l'année dont je vous parle, évidemment ce sentiment-là, il diminue, surtout quand on se fait accompagner. Mais de manière naturelle, un deuil, le cerveau a tout à fait la capacité de le faire. C'est pour ça que ça n'est pas une obsession et que je le mets un petit peu à part. Un deuil amoureux, le cerveau a la capacité de le faire si tant est qu'on lui laisse le temps de vivre ses cycles. Et dans ces cycles, pour moi, il y a 3 ou 4 grandes étapes. Il y a d'abord une étape qu'on connaît bien et qu'on va retrouver tout à l'heure au milieu de la vidéo dans les obsessions amoureuses. On a le déni. On ne réalise pas. Dans cette expression, je ne réalise pas, c'est-à-dire que l'info consciente ne passe absolument pas. Après le déni vient en général la tristesse, l'abattement. Dans certains cas, c'est ce qu'on va appeler la nuit noire de l'âme, notamment dans cette allégorie flamme jumelle. Je vais en reparler à la fin de la vidéo. Et puis ensuite, après qu'on ait été triste, peut venir la colère. Colère, c'est une émotion qui vient réparer, qui vient réclamer justice, qui vient voilà, vraiment réclamer réparation. On a ces 3 grandes étapes et donc elles sont là. Et puis une fois que la colère est passée, qu'on l'a exprimée, en règle générale, on repart un petit peu dans le déni. On se dit mais non, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, je suis sûre qu'il va revenir. Je suis sûre qu'elle va me rappeler. C'est sûr. Avec ce qu'on a vécu, c'est pas possible que ça se passe autrement. Et on repart. Et on repart. La personne ne rappelle pas, ou on refait des tentatives et ça ne marche pas. Et tout ça. Et ça recommence. Et ça recommence. Et donc, ça peut durer un peu. Et c'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif, mais quand on est soit dans cette phase de déni, soit dans cette phase de colère, moi j'invite toujours à l'expression, moi j'invite à y retourner, parce que le fait d'y retourner permet à ce processus de faire. Or, quand on ne fait plus rien, on reste figé. On est figé dans un moment, et ça bouge plus, et on attend. Donc il est très important quand on pense à l'autre, quand on a envie de lui parler, quand on a encore des questions à poser, à y aller, on va y revenir. Mais ce processus de deuil, pour qu'il puisse être vécu, il faut vivre. Maintenant, le simple fait de s'autoriser à l'appeler, de s'autoriser à reproposer, de s'autoriser à comprendre, à reposer des questions, va permettre juste à la situation de se débloquer et au process de continuer. Et parfois, on n'a même pas besoin de le faire. Mais ce qui nous bloque, c'est l'interdiction qu'on se met à soi-même. Alors que l'être humain et sa psyché sont des choses vivantes, avec des cycles. Et ces cycles doivent être vécus, doivent être traversés. Il ne faut pas les empêcher, les verrouiller. Voilà pour le deuil. Donc d'abord, une obsession amoureuse,
On peut avoir l'impression d'être obsédé, alors qu'en fait, c'est simplement que le process de deuil est en train de se faire. Et là-dessus, évidemment, déposer une parole, être accompagné pour comprendre, pour démanteler, un peu démécaniser ce qu'on ressent. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en consultation psychosystémique. On prend finalement l'être humain et ses sensations comme des briques. Je l'avais expliqué dans une vidéo sur le travail sur soi que je vous remets en lien. L'être humain, il agit, il pense, il fonctionne comme des briques de Lego. Des fois, il y a des briques qui vont pas au bon endroit et on refait le puzzle, et ça soulage, et on avance, et on peut passer à autre chose. Donc c'est important. Mais tout ce qui va concerner, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des soins énergétiques, de l'hypnose, et pourtant c'est ma discipline et de la kinésio, mais même moi en tant qu'hypnothérapeute, il y a des moments, faire un travail d'hypnose quand on va être bloqué, ou quand on est sur la fin là, et on a l'impression que la petite boucle, là, on la refait, ouais. Ça veut probablement dire que là, inconsciemment, il y a autre chose au-delà du deuil. Mais commencer un travail profond quand on est au tout début d'un deuil, je le dis, y compris pour moi, je crois que c'est vouloir aller plus vite que la nature. C'est vouloir aller plus vite que la vie. Et je crois qu'il est important, c'est pour ça que je vous l'explique, de comprendre ce process de deuil pour pouvoir le respecter et du coup en bénéficier. Je reçois d'autres personnes, par exemple, qui se sont interdits ce processus de deuil. Je pense à un client qui a perdu sa mère, 14 ans, et dès le lendemain, il dit « Ouais, bon, de toute façon, elle est plus là, maintenant, faut que je me débrouille. » Et bim, il a jamais pleuré, il a toujours continué sa vie, et il vient me consulter aujourd'hui pour une rupture amoureuse. Il a 50 ans, de laquelle il ne peut pas se relever. Et on voit bien qu'il y a un deuil qui est venu se substituer à un autre qui n'a pas pu être fait. Et donc, par le biais du deuil de l'amoureuse, on fait le deuil de la mère, quelques années plus tard. Ce deuil-là, il est nécessaire. Ok, donc voilà pour le deuil. Et puis, on va en arriver du coup à ce qui est véritablement les obsessions. Il y a 3 grandes catégories d'obsessions. On va commencer... mon stylo fait des taches, c'est pas grave. On va commencer par la première grande catégorie d'obsession amoureuse. C'est quand on est dans une relation toxique. Alors, on va voir exactement ce que c'est. On va voir exactement comment ça marche. On va voir quels sont les ingrédients d'une relation toxique, comment les reconnaître et surtout comment s'en sortir et comment ne plus être obsédé par ce type de relation. Ce qu'on va appeler une relation toxique, c'est une relation qui, dans sa structure même, va créer de l'obsession. C'est-à-dire, alors, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais qu'est-ce qui crée de l'obsession ? Ce qui crée de l'obsession, il va d'abord y avoir, est-ce que vous voyez bien, il va d'abord y avoir des incohérences. Ce qu'on peut appeler, dans un langage un petit peu plus technique, de la dissonance cognitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que je vis à l'intérieur de moi, mes émotions, ce que je comprends, ce que j'entends, toutes les informations que je traite en interne et l'extérieur. Une différence entre le vécu interne et le vécu, vous savez que j'aime ce mot, réel. Réel. Alors le problème, c'est quand on donne plus de poids à ce qui est vécu en interne, on va retourner tout à l'heure dans l'intuition, qu'on donne plus de poids, je reprends ma phrase, à ce qui est vécu en interne, plutôt qu'à ce qui est vécu dans le réel. Bon, bah là, on se plante. Et on se prend le mur en général. Voilà. Ce qui est vécu en interne, en général, c'est l'autre dit « je t'aime ». L'autre dit « tu es la femme ou l'homme de ma vie ». L'autre fait des cadeaux. L'autre flatte. L'autre promet.
Et que tout ça qui peut être très beau, des lettres d'amour, je t'aime, je pense à toi, des textos enflammés, des correspondances fleuves, oui, mais je brûle pour toi, tu me manques, bon, et tout ça, qui fait naître et qui fait éclore et qui développe le sentiment amoureux à l'intérieur et qui l'installe dans l'inconscient en se disant, bah, l'autre même, on ne le retrouve pas dans le réel. C'est-à-dire que dans les agissements, dans les actions de l'autre, on ne le retrouve pas. On a quelqu'un qui va nous planter à des rendez-vous, qui répond pas finalement aux messages, qui peut avoir aussi des comportements dégradants, finalement des comportements humiliants, ou dans la vie réelle, il ne nous assume pas, il nous présente à personne, il veut nous garder cachés, ou il ne veut pas officialiser la relation, ou il nous donne finalement très peu de son temps, il n'y a aucun investissement, ou il nous voit que la nuit, ou il nous voit seulement une fois par mois en mode très court, enfin bref. Il y a tout un tas de raisons dont on pourra parler, parce que bon, c'est quand même des situations toujours uniques, hein, tout ça. Là, je donne des grandes directions. Mais finalement, la dissonance cognitive, c'est ça. Il y a une dissonance frappante entre ce qui est dit, ce qui est entendu et ce qui est ressenti à l'intérieur de moi-même et ce que je constate dans la matière, dans le réel. Évidemment, dans une relation toxique, on a aussi tout ce qui va concerner les mécanismes d'emprise. Hein, on pourra, pareil, redévelopper ça. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. L'emprise, bon, elle repose sur ce système-là. Finalement, l'emprise, c'est quoi, pour faire très court? C'est quand la personne qu'on aime devient en même temps son bourreau et devient en même temps son sauveur. C'est celui en même temps qui j'écris très mal, qui humilie, et c'est celui qui valorise, et qui donne une claque et qui ensuite caresse. Je donne un exemple très bateau, mais c'est finalement quelqu'un qui devrait être un amoureux, qui du coup devrait être quelqu'un de doux, quelqu'un de valorisant, quelqu'un d'enveloppant, de gentil, qui va en fait envoyer quelque chose qui détruit, envoyer un message qui abîme. Alors évidemment, on parle de l'emprise amoureuse, mais il y a aussi malheureusement des parents toxiques. Et souvent, quand on a eu des parents toxiques, bah on a des histoires toxiques, parce que finalement, c'est comme ça que ça se passe. Le parent ou l'autre avec un grand A, l'autre qui gère les affects, donc mon parent quand je suis enfant et mon amoureux ou mon amoureuse, ma femme, mon mari quand je suis adulte, c'est normalement un endroit dans lequel je dois me sentir sécurisée, valorisée, aimée. Et si ces personnes-là, du coup, envoient de la dureté, de la méchanceté, de l'humiliation, c'est ce qu'on va appeler, du coup, les mécanismes d'emprise. C'est que la personne est en même temps bourreau, est en même temps sauveur, ou c'est la personne qui est a priori sauveur qui tout d'un coup devient bourreau. Donc ça enlève complètement la capacité de penser, de réfléchir. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans ces cas-là, le cerveau va rechercher en permanence la cohérence. Mais il ne va pas rechercher la cohérence en regardant ce qu'il vit. Il va chercher la cohérence dans ce qu'il ressent, c'est-à-dire le trouble, l'amour, et puis le besoin d'amour. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais non, l'autre va changer, mais non, j'ai mal compris, mais non, j'ai pas fait comme il fallait, mais non, si l'autre il se détourne de moi, ou s'il est méchant, c'est de ma faute. Et donc on va avoir un vrai processus d'abord de victimisation, et on va avoir un vrai processus d'estime de soi qui va être totalement annihilé, abîmé, etc. Et donc, ce sont un type d'obsession quand on est dans une relation toxique qui d'abord est extrêmement difficile finalement à accepter, parce que on développe avec le temps une sensation qu'on n'a pas bien fait, qu'on est coupable, qu'on n'a pas compris, ou que si l'autre dit je t'aime mais qu'il le fait pas, bah c'est qu'en fait nous il y a un problème avec nous, qu'on fait quelque chose de pas bon. Et donc en fait c'est vraiment un processus d'emprise qui nécessite souvent d'être accompagné pour s'en sortir, puisque nous n'avons plus à ce moment-là, le cerveau n'a plus la capacité de poser son regard au bon endroit.
Poser son regard au bon endroit, ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cesser, je vais reprendre mon papier, cesser de regarder ce qui se passe en soi, mais regarder ce qui se passe à l'extérieur, les faits, les faits. Qu'est-ce que l'autre fait? Et la cohérence, ce n'est pas la cohérence qu'on va chercher à remettre à l'intérieur de soi-même, c'est qu'on va regarder si l'autre est cohérent. Et l'incohérence de l'autre doit être, à ce moment-là, le signal d'alarme le plus clair et le plus net de ce qui doit être, à ce moment-là, déconstruit et stoppé, la plupart du temps. J'entends énormément de récits avec des hommes qui envoient des textos enflammés, des chansons d'amour, mais qui sont invisibles. Des femmes qui font des promesses, qui disent « laisse-moi du temps », qui disent « attends, je vais revenir, j'ai besoin de comprendre ça de moi », et finalement qui laissent passer les mois et qui ne reviennent jamais. Qu'est-ce qui compte là? Est-ce que c'est ce qui est dit ou est-ce que c'est ce qui est fait? Il y a ce proverbe que tout le monde connaît. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ce proverbe, c'est ça qu'il dit. L'amour qui se dit, l'amour qui se crie, l'amour qui se poétise, l'amour qui se déclare, l'amour qui se déclame, c'est juste du bruit. Alors c'est beau quand les gens s'aiment, et qu'ils sont ensemble. Alors quand ils font tout ça, c'est magnifique. Mais quand ils font que ça, c'est toxique. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais l'amour sans acte d'amour, c'est du bruit, c'est du vent, c'est de la poésie, c'est de la magie, c'est de la métaphore, c'est des romans, c'est du cinéma. C'est pas votre vie réelle. Voilà. Évidemment, si vous avez la sensation de vivre ça, c'est une vidéo, je suis obligée de faire court. Ce sont des situations qui méritent d'être approfondies, comprises et replacées dans votre histoire globale. Voilà. Et pour ça, c'est bien d'être accompagné. La relation toxique, voilà. Deuxième obsession, quand même, alors je dirais, j'ai pas envie de dire moins grave, mais du coup de laquelle on va pouvoir se défaire un peu plus rapidement, ce sont les récits inachevés et puis les histoires qui n'ont pas commencé, ou voire qui n'ont pas pu finir. Moi, j'appelle ça souvent les histoires avortées dans l'œuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rencontre quelqu'un, qu'il y a un espèce comme ça d'évidence, de coup de foudre, de passion au début, quelque chose qui est plein de potentiel, et qui retombe au bout de quelques semaines comme un soufflet. Et ça, évidemment, ça crée de l'obsession. Ça crée une sensation de regret, de gâchis, d'incompréhension, souvent. Et en consultation, c'est ça qu'on va venir chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Donc, cette incompréhension-là, une fois qu'elle va être réglée, effectivement, on pourra passer à autre chose parce que la compréhension, elle permettra d'achever le récit, de fermer une parenthèse. L'être humain souffre de parenthèses restées ouvertes, souffre de points d'interrogation au lieu d'un point final. Le point final libère. Le point d'interrogation ou les points de suspension enferment. Ça tient, ça maintient. On va en parler dans la troisième catégorie. Donc les récits inachevés, voilà. Il y a eu un potentiel, c'est important ce mot, un potentiel non utilisé,
non exploitée, une histoire qui aurait eu tout pour réussir, mais que l'un ou l'autre a décidé, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent, de ne pas continuer. Et ça laisse une forme de sidération. Ça laisse une forme de sidération. Ça laisse quelque chose qui va se figer du coup dans le processus de deuil, et c'est pas fini, c'est pas fini. C'est un peu comme si on s'arrêtait de lire une phrase au milieu. Dans un livre, on s'arrêtait de lire une phrase au milieu, c'est-à-dire il n'y a pas le point. Et c'est un peu cette idée de l'esprit il bute contre une porte. Ben, elle est où la suite? Elle est où la suite? Il était une fois l'histoire de ça s'arrête. Il y a pas la suite. Hein, on l'a tous vécu, on regarde tous des séries, fin de la saison 1, d'un fois attendre la saison 2, et on est bloqué. C'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment ce truc-là. Les histoires inachevées, un rendez-vous qui est extrêmement charmant, un rendez-vous Tinder qui se passe super bien, on se dit ouais, et puis finalement il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Une histoire, 3 semaines qui se passe de manière idyllique, et puis au bout d'un moment, le mec il prend du recul, ou la nana, elle dit je sais pas, bon. Quelque chose qui reste en suspens. Le suspens, ça crée de l'obsession. Alors, à ce moment-là, il se passe plein de choses à l'intérieur. On parlait tout à l'heure du deuil. Finalement, un récit inachevé, il va un peu empêcher, en fait, ouh là là, je fais tout bouger, il va empêcher notre boucle de deuil de démarrer. Une histoire inachevée, elle empêche le deuil de démarrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a soit, du coup, pas de fin, soit pas de début. Hein, soit, voilà, on avait une histoire, là, il y a la rencontre. On se dit, il va y avoir une histoire qui va démarrer, une histoire d'amour super belle, et finalement, ça s'arrête à l'étape de la rencontre et des premiers rendez-vous. Soit, il y a eu une histoire pendant quelques semaines, et puis, elle s'effiloche, et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de je te quitte vraiment, il n'y a pas de écoute, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Il n'y a pas de ce que j'appelle de ritualisation. L'être humain a besoin, depuis la nuit des temps, de ritualisation, finalement, pour séquencer sa vie et passer d'une étape à une autre. Une histoire, ici c'est le deuil, et on passe à autre chose. Une autre histoire, ici c'est le deuil, et on passe à autre chose. Et en fait, ces petits traits-là sont les ritualisations. On le voit bien, un divorce, c'est une ritualisation après un mariage. Le mariage ouvre une parenthèse qui est la parenthèse de l'engagement, de l'amour, de la vie de famille, bref, de l'histoire. Et le divorce vient fermer la parenthèse. On a besoin de ritualisation. Le mariage, c'est le rituel qui permet de passer du célibataire au marié. Et le divorce permet de passer du marié au célibataire de nouveau. Alors, je suis pas en train de dire que, voilà, on parle pas forcément de mariage en tant que valeur, en tant qu'acte, en tant que papier, en tant que religion. Je parle simplement des processus inconscients. Toutes les tribus, toutes les civilisations, tous les âges finalement de l'humanité utilisent les ritualisations. Les ritualisations permettent de séquencer la vie des hommes. Mais ça n'est pas pour le plaisir de faire des cérémonies, c'est simplement que ça envoie, ça permet d'introjecter inconsciemment une information. Un rituel de passage permet à l'inconscient de comprendre et de démarrer ces processus. Et bien dans les récits inachevés, dans les histoires inachevées qui ont soit pas démarré, soit qui se sont pas finis, c'est impossible. Je pense à quelqu'un, ça fait des mois, qu'il réclame à l'autre une dernière discussion. Bon, l'autre a l'impression qu'il a déjà tout dit, mais il y a une nécessité, cette dernière discussion qui maintient l'obsession. J'ai pas compris, je veux une discussion. Il faut qu'on se rende nos affaires. Il faut que je récupère mes sentiments. Il faut que je te rende les tiens. Il faut qu'on ritualise, qu'on discute. Eh bien, cette discussion, comme elle n'est pas permise par l'autre,
On est dans une situation obsessionnelle. Alors comment on fait pour s'en sortir? Il va falloir, et ça se passe aussi dans les accompagnements, passer finalement de ce blocage qui est le refus. Tant qu'il n'y a pas cette ritualisation, je refuse la réalité, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas parce qu'elle est trop difficile. Donc on est bloqué dans le déni. Donc tant qu'il ne me l'a pas dit dans les yeux, tant qu'on n'a pas pu discuter, tant que ceci, tant que cela. Et on voit bien, il y a plein de stratagèmes. Souvent quand les histoires sont finies, on trouve toujours « Oui, en fait, j'aimerais bien qu'on rebosse ensemble sur tel sujet. » On revient toujours chercher quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté, qui s'est terminé. Il faut l'accepter. Accepter, ça se passe pas dans la tête. Accepter une idée, tous ces gens enfin tout ce que vous vivez, tous les gens qui vivent ça, tous les gens qui viennent me voir, ils ont complètement compris que l'autre répondait plus. Mais ils ne l'ont pas accepté. Accepter, c'est sortir de la tête et passer dans le corps. C'est ici que ça doit accepter. C'est ici que ça doit lâcher. C'est ici que ça doit dire « Ok, d'accord ». C'est ici que ça doit dire « Ok, ben en fait, le silence, c'est un non ». En fait, il n'y a plus rien à en tirer. Et du coup, la parenthèse, la ritualisation qu'on cherche à obtenir de l'autre, on va pouvoir se l'offrir à soi-même. Le noyau de la douleur, le noyau de la souffrance des êtres humains réside dans le fait qu'ils pensent que leur bonheur se trouve dans les actions de l'autre. Et tant que c'est l'autre qui détient le pouvoir de nous rendre heureux, on est dans une vie et dans une existence de souffrance. Alors je vous entends déjà dire on ne peut pas être heureux sans amour. En effet. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, lorsqu'on est malheureux, ça n'est pas l'autre qui peut décider d'arrêter de nous rendre malheureux. C'est nous qui devons nous dire « Ok, je suis malheureux, donc je m'extirpe du malheur, j'en sors ». Or, typiquement, dans ces récits inachevés, dans ces histoires avortées qui n'ont ni commencé vraiment, ni vraiment fini, il y a une sensation que l'autre doit venir réparer. Mais en réalité, il n'y a que nous qui pourrons réparer pour nous-mêmes. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'un accompagnement est intéressant, c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas le faire seul. Voilà. Et parfois, on y arrive très bien seul. Peut-être que cette vidéo, je l'espère, va vous y aider. Il n'y a rien d'autre à attendre de quelqu'un qui ne répond plus. Il n'y a rien d'autre à attendre de quelqu'un qui ne répond plus. Ça n'est pas à lui de venir nous rendre nos affaires, de venir nous rendre les réponses à nos questions. C'est à nous d'y répondre et de décider que son silence répond aux questions. Parce que dans ces récits inachevés, on est finalement tout seul avec nos questions, qui ruminent, qui obsèdent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Et quand est-ce que? Et comment? Et je comprends pas, et ceci, et cela. Et en fait, on fait les questions et les réponses dans notre tête. Sauf que ce n'est jamais dans sa tête, à soi, tout seul, qu'on a les réponses. Les réponses, elles sont dans la bouche de l'autre, ou dans le réel, qui doit faire office de réponse, mais des fois, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'accepter, ou avec un thérapeute ou avec un psy qui va apporter une réponse. Mais ça n'est jamais tout seul soi-même dans sa tête avec tous nos propres enjeux internes. Tous nos propres enjeux internes. Je vous renvoie à la vidéo sur le travail sur soi. Le cerveau, il est complexe. Hein. On est en circuit fermé quand on essaye de réfléchir tout seul. Ou alors, on apprend, et ça c'est plutôt bien quand on arrive à le faire, à dire « Ok, quelle part de moi parle ? Quelle part de moi
accepte, quelle part de moi a mal, quelle part de moi a envie, etc., etc. Et le dialogue avec soi-même, il s'apprend. Voilà pour cette deuxième cause, en fait, de l'obsession amoureuse. Les récits et les histoires inachevées auxquelles il manque une ritualisation de fin. Et je vais faire la transition avec ce dialogue intérieur vers la troisième catégorie, qui est la catégorie finalement des pathologies. Alors attention, quand je dis pathologie, je vais parler de troubles. Il y a des pathologies mentales qui doivent être traitées par des psychiatres, schizophrénie, bipolarité. Moi, je vais utiliser ce terme de pathologie en tant que trouble. En psychanalyse, on parle de névrose obsessionnelle. Alors, je vais y venir. Il peut y avoir aussi des pathologies, des troubles qui sont simplement un trouble anxieux, qui va donner cette obsession amoureuse, c'est-à-dire qu'on pense en boucle à l'autre, en boucle. Moi, j'entends beaucoup, c'est vraiment des récits. Elle est importante cette partie parce que c'est des récits que j'entends extrêmement régulièrement. Je pense à cette personne en permanence, du matin au soir. Donc, on est vraiment sur de l'obsession qui ne peut être raisonnée et qui finalement vont échapper aux deux premières catégories. Puisqu'à ce moment-là, on n'est pas du tout comme pour les deux premières dans une obsession qui va être liée à une structure, à une mécanique psychique. C'est-à-dire que, on l'a vu, dans les deux premières catégories, il y a, par le biais de la compréhension, par le biais d'un regard extérieur, par le biais d'une prise de recul, une possibilité de s'en sortir. Ça prend du temps, mais il y a une possibilité. Dans le cas dont on parle, la névrose obsessionnelle, la porte de sortie semble impossible. La névrose obsessionnelle, ce serait si on devait vraiment vulgariser l'explication, parce qu'ici on va pas rentrer dans les détails psychiatriques, ça n'est absolument pas le lieu YouTube pour faire ça. Ça se fait dans un cabinet. Mais si on devait comme ça imager de manière vulgarisée, ce dont on va parler là, c'est ce moment où ça n'est ni une question de contexte, ni une question de mécanique, ni finalement une question d'emprise ou d'histoire inachevée. C'est une question de voix à l'intérieur de soi, de présence à l'intérieur de soi qui vient harceler, qui vient habiter, qui vient déposséder de sa faculté d'avoir une existence normale. Et il y a quelque chose, voilà, qui, évidemment, la pathologie, il y a des échelles de pathologie. Mais déjà, ne serait-ce que quand on arrive à cet instant-là, qui nous oblige, à ce moment-là, vraiment à consulter, parce qu'on ne peut pas rester seul, sinon on sombre, on est dans ce qu'on va appeler le trouble psychique. Et donc, moi, j'avais vraiment envie là d'aborder ces questions-là, parce que la question de l'intuition et la question aussi des flammes jumelles telle qu'elle est aujourd'hui digressée ailleurs devient, je vais le développer dans quelques instants, une forme d'abord de nid à ce que ces processus-là se mettent en place, s'installent, et vont venir, dans le cas de véritables pathologies, et c'est là où ça devient dangereux, justifier la pathologie, la rendre normale, la normaliser. Et je crois qu'on n'est pas sur la bonne pente à cet endroit-là. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais plus de vidéos sur cette thématique-là. En tout cas, je le fais absolument différemment, comme vous avez pu le remarquer. Donc, on reprend, je rétrograde un petit peu. Et ceci étant dit, on va aborder du coup la question de l'intuition. J'ai envie aujourd'hui, dans la pathologie, de parler de l'intuition. Parce que j'entends beaucoup, mon intuition ne m'a jamais trompée dans la vie, mon intuition est juste
et je sais que il ou elle, qui ne veut pas être avec moi, je sais que il ou elle, qui ne me connaît pas encore, je sais que il ou elle, qui m'a quitté depuis 2 ans, ou alors je sais que il ou elle, qui est avec quelqu'un d'autre, ou je sais que il ou elle, qui est marié avec des enfants, va revenir. C'est mon intuition, je le sens. Eh bien, à ce moment-là, ce qui est complètement difficile, c'est que la personne qui dit ça a raison sur le fait que son intuition ne l'a jamais trompée. C'est-à-dire que dans sa vie, elle a pu, à d'autres reprises, cette personne-là, vivre, identifier que son intuition, alors l'intuition c'est quoi? C'est une idée, c'est une sensation, ça peut parfois être une vision. Le cerveau a des capacités prédictives, c'est une certitude. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous amener, je pourrais vous mettre en lien des conférences qui l'expliquent de manière tangible et pas complètement mystique. Le cerveau, c'est un cloud, hein, donc il est complètement capable. C'est comme une intelligence artificielle aujourd'hui. Le cerveau a la capacité de prévoir, a la capacité d'anticiper, évidemment, évidemment. La médiumnité, c'est ça, hein. C'est cette capacité-là qui est mais du coup très bien développée, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est quelque chose qui finalement, dans la vie des personnes qui ont eu ces expériences d'intuition réelles, ont pu, c'est important ça, vérifier que leur intuition, c'est-à-dire leur idée, leur vision, leur sensation, a eu lieu, ont eu lieu, c'est passé, existe. Voilà. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans les autres catégories, hein, la dissonance, c'est l'expérience que je ressens, que je ne vérifie pas. Et bien là, c'est ça. Une intuition, si on devait en donner une définition, une intuition se définit par ce que je ressens à un moment donné, par ce que je perçois, parce que je vois de manière interne, où je me dis, ah, ça va se passer comme ça, ou ah, je pense que ça va plutôt donner ce truc-là, ouh là là, je sens que c'est plutôt ça qui va se dérouler, et bim, ça arrive, on le vérifie. Donc il y a vraiment de la cohérence, une confrontation du réel à l'idée, où on se dit, je suis une personne intuitive. Et là-dessus, aucun problème, tout le monde a des intuitions, voilà. Et puis, il y a autre chose, il y a une intuition qui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 15 ans, 20 ans, ne se vérifie pas. Et dans ces cas-là, évidemment, vous l'aurez compris, dans ces cas-là, on est dans l'obsession amoureuse, puisque dans ces cas-là, l'intuition qu'on va retrouver l'autre, et c'est un peu, je dirais, la face sombre du principe flamme jumelle quand il est, 1, mal expliqué, 2, mal compris, qui donne à ce moment-là une entrée douce dans la pathologie, malheureusement, et dans le trouble obsessionnel. C'est-à-dire que puisque ça ne se vérifie pas, ben on continue d'attendre qu'on puisse le vérifier. Et on attend, et on attend. Alors, au pire, on souffre. Au mieux, on vit plus. Parce qu'évidemment, quand on a une casserole sur le feu, hein, quand on attend quelque chose, moi j'entends dire oui, mais du coup, personne d'autre ne m'intéresse. Mais c'est pas possible, la place est prise. L'esprit est occupé, le cœur est rempli, bien entendu, qu'on ne peut pas, on ne vit plus à ce moment-là. On ne vit plus. Et je fais une digression pour ceux qui ont vécu, qui vivent cette dynamique, cette histoire, cette mécanique, flamme jumelle. Je le rappelle, c'est quelque chose qui vous permet de vivre, de mieux vivre, et peut-être même parfois de commencer à vivre, de quitter le mode survie, de déconstruire une existence qui était fondée et qui reposait sur quelque chose qui vous empêchait de vivre. C'est ça, hein, le parcours flamme jumelle. C'est pas j'arrête de vivre, j'attends, je bouge plus, et mon intuition me dit qu'il va revenir, donc je me tiens prête. Non, une relation flamme jumelle, elle est vécue avec du mouvement, avec du dialogue, avec du partage, avec des moments de pause, avec on se reparle, et quand il y a des moments de pause trop longs, ce qu'on appelle des séparations, la vie continue. On fait autre chose, on se rend heureux,
On récupère les clés de notre bonheur qu'on a laissées à l'autre, on croit que c'est lui qui les possède, on les récupère et on fait des choses. Mais c'est pas des choses pour s'occuper, je vais faire de la danse, de la poterie, non. On redevient humain, on réouvre son cœur, on réapprend à aimer, on arrête d'aimer de manière douloureuse et on fait un réapprentissage des choses. Et c'est un travail qui prend du temps. Mais là, dans le côté mon intuition, c'est pas de l'intuition, c'est autre chose. Puisque l'intuition, vous le voyez bien, elle se vérifie. Si jamais, dans 10 ans, dans 6 mois, l'histoire reprend, la personne rappelle, vous pourrez vous dire, ah, j'avais raison. Et encore une fois, ça arrive. Sauf que, entre-temps, tant que c'est du vide, de l'attente et de la souffrance, eh ben on n'est pas dans l'intuition, on est dans autre chose. Donc comme mon intuition me dit, comme mon intuition me parle, comme mon intuition m'envoie des messages, comme mon intuition me donne des visualisations, ben qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout autre chose que l'intuition. Et c'est pour ça que je l'ai casé dans la pathologie. Ça peut être l'expression de mes désirs profonds. Ça peut être l'expression de mes angoisses profondes. J'ai une angoisse profonde de l'abandon, donc je construis une réalité intuitive où l'autre va revenir. C'est nécessaire qu'il revienne, parce que s'il ne revenait jamais, je meurs. Donc c'est impossible. Et donc le conscient, c'est un mécanisme de défense et de protection, amène cette idée que l'intuition dit la vérité, mais l'autre va revenir, c'est sûr, c'est sûr. Et puis en plus, j'ai des synchronicités, c'est sûr. Une synchronicité, ça n'est pas une promesse qui vous fait des coucous à l'extérieur. Hein. Une synchronicité, c'est l'expression de ce qui vous habite. Une synchronicité, c'est la manifestation dans le réel de ce qui existe à l'intérieur de vous. Ça n'est pas l'autre qui vous envoie des messages subliminaux. Hein. Ça n'est pas l'univers ou la source ou Dieu qui vous dit hey, il va t'arriver ça. Non, c'est la manifestation de ce qui vous habite. À un moment donné, les synchronicités, elles disparaissent. Et tiens, dès que les gens tombent sur le concept flamme jumelle, tout d'un coup, ils ont tout un tas de synchronicités. Pourquoi? Parce que la synchronicité, Jung, l'inventeur de ce mot, l'explique très bien, c'est l'association d'idées entre un événement perçu dans le réel et ce qui habite la conscience, qui vient donner un sens, une phrase. Ok? Donc, c'est l'expression de mes angoisses, de mes peurs, c'est l'expression aussi peut-être de mes blessures. Voilà. Et puis surtout, je dirais, c'est l'expression de mes croyances, hein, beaucoup, qui reviennent à ça. J'ai appris, oulala, pardon, je donne des coups de pied dans la caméra. J'ai appris par le passé que mes intuitions étaient bonnes sur des sujets tels que le travail, le boulot, mes parents, mes amis, etc., etc. Donc, dans la sphère sentimentale, eh bien, je m'accroche, je crois que ça se passe pareil. Il faut avoir, et du coup, si on n'est pas dans la pathologie, eh bien du coup, l'intuition, elle a quand même, on va dire, une date de péremption. Et c'est là où arrive la magie de l'amour, la magie des liens. Parfois, c'est à ce moment-là que l'autre revient. C'est ce qu'on explique dans les vidéos flammes jumelles. Voilà, parce que c'est une mécanique très universelle. Parce que oui, on se ressent les uns les autres, même à distance, et il n'y a pas besoin d'aller chercher des explications mystiques pour l'expliquer. Les neurosciences l'expliquent extrêmement bien. Il y a aussi de l'instinct, tout simplement. La partie animale, le cerveau reptilien, comme on l'appelle. Les neurosciences expliquent très bien tout ça. N'allez pas chercher des explications dans le ciel. Voilà.
C'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer. Et du coup, l'intuition, oui, elle a une date de péremption. Elle a un moment donné où on va raisonnablement faire passer l'intuition dans la sphère de l'illusion. C'est une descente qui fait un peu mal. C'est un ascenseur émotionnel difficile, mais qui est absolument nécessaire si on veut se libérer, continuer sa vie, entamer son process de deuil, et puis repermettre aux événements d'être amenés à venir dans la vie, et puis d'être heureux, et puis de rencontrer une prochaine histoire, et puis peut-être même de modifier, on en a beaucoup parlé, de modifier ce qui se passe entre nous et l'autre, cet autre lointain, cet autre qui résiste, cet autre qui revient pas, quand finalement il y a quelque chose qui lâche, quand finalement il y a quelque chose qui s'en va, c'est de ça moi dont je parle dans mes très vieilles vidéos quand je vous explique du lien énergétique. C'est pas le lien énergétique au sens de soin énergétique, c'est ce truc invisible qui relie les hommes, qui se ressentent même à distance. C'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à tout le monde de prendre son portable en disant « Ah putain, je pense à telle personne » et bim, on reçoit un SMS. Ça existe ça. Mais il faut pas que ça enferme. Il faut simplement apprendre à comprendre comment potentiellement ça fonctionne, comment on peut avoir un minimum de prise. Et il y a tellement de choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Et quand on n'a pas prise, il faut apprendre non pas à lâcher, parce que lâcher c'est angoissant, lâcher c'est anxiogène, lâcher c'est tomber par terre, mais avoir prise ailleurs. Avoir prise sur autre chose, avoir prise sur soi et sa propre existence. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas le choix. Et souvent, on reste dans des relations obsessionnelles parce qu'une partie de soi imagine, croit qu'elle a le choix de faire autrement que de faire sans l'autre. On croit qu'on a le choix de vivre autre chose que ce qu'on vit actuellement. On croit qu'il existe une réalité parallèle, appelée de manière, je dirais aujourd'hui, ostensiblement scandaleuse, la 5D. On croit que à cet endroit-là, il y a une autre vie qui est la nôtre qui va descendre. Non. La vie qui est la nôtre, elle est là. Et puis parfois, grâce à l'amour, grâce aux rencontres, grâce aux sentiments, grâce aux sensations, grâce à la conscience, on peut monter dans un ailleurs. On peut avoir accès à des choses supérieures. Mais la vie, elle se passe là. Donc oui, il faut redescendre de l'intuition à l'illusion. C'est primordial en fait pour rester sain d'esprit. Voilà ce que j'avais à dire sur l'obsession amoureuse. Évidemment, je sais que cette vidéo, elle va générer des questions et vous pourrez la recouper avec d'autres vidéos parce qu'évidemment, rien n'est figé, tout est poreux. Mais finalement, quand on parle d'un sujet, on est obligé de l'enfermer un peu dans un cadre. Évidemment, on pourrait tout nuancer, on pourrait tout ouvrir, mais il est nécessaire de mettre un cadre pour que le propos soit clair. Donc j'ai été dans des choses finalement voilà, très cadrées aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je vous rappelle que je vous reçois toujours en cabinet à Paris ou en téléconsultation. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ici ou sur Instagram. Je vous embrasse.